Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, en ce cycle Halloween 2025, je ne pouvais pas ne pas souhaiter les 50 ans d'un film cultissime dans l'horreur, mais pas que, qui a des célébrations partout dans le monde depuis maintenant des décennies. Bien sûr, il va être question ici du Rocky Horror Picture Show sorti en 1975. Alors à l'époque c'était plutôt en septembre, mais je ne sais pas s'il est devenu culte de suite pour le Halloween de 75, mais par la suite en tout cas il a gagné ce statut. Réalisé certes par Jim Sharman, mais écrit surtout, et interprété aussi pour pas mal de choses, par Richard O'Brien, qui est le grand Manitou derrière, jouant d'ailleurs le personnage Riff Raff, même si au casting, en premier rôle, on va surtout retenir la prestation extraordinaire d'un des grands acteurs, là, qui malheureusement n'est pas en bonne santé en ce moment, de ce genre de film-là, un peu décalé, mais pas que, Tim Curry, décalé ou horrifique, parce qu'on se souvient aussi de sa prestation en tant que Pennywise the Clown dans le téléfilm Ça, mais il a aussi joué dans plein d'œuvres différentes, un peu humoristiques ou non. À ses côtés, alors pour jouer les deux jeunes là qui arrivent un petit peu d'ailleurs et qui vont se confronter à ce monde différent, Susan Sarandon, un de ses premiers rôles, mine de rien, et Barry Bostwick, Janet et Brad, et donc à côté de ces gens plus ou moins connus depuis, selon l'histoire de leur carrière dans le cinéma, nous avons, je l'ai dit, Richard Bryan, mais aussi Patricia Quinn, Neil Campbell, Jonathan Adams qui joue un scientifique là, qui débarque au milieu du film. Il y a aussi Meat Loaf, bien sûr. Je ne pouvais pas aussi l'oublier parce qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela, et un grand monsieur du rock et aussi du cinéma. Charles Gray étant le narrateur criminologue qui est là, qui intervient même parfois dans l'histoire au-delà de celle qu'il raconte. C'est intéressant ça. Et évidemment, c'est une œuvre qui est reconnue partout dans le monde entier. C'est pas facile de l'aborder ainsi en impro ciné-critique, parce que je me suis rendu compte au troisième visionnage, déjà que c'était un très bon film, alors que j'avais pas forcément adoré les premières fois, et qu'il y a plusieurs degrés de lecture et donc pistes d'analyse possibles. Bien sûr, on peut voir ça comme un vrai délire de libération, avec des musiques extraordinaires, comédie musicale bien sûr, et c'est vrai que c'est super endiablé là-dessus, que ce soit donc sur le côté chanson et aussi danse, évidemment, avec le fameux Time Warp. Voilà. Vous pouvez faire la chorégraphie chez vous, moi je la ferai pas. Mais c'est un film qui s'inscrit dans son époque aussi, 75, après mai 68, j'allais dire. C'est idiot, c'est pas un film français. C'est un film d'ailleurs américano-britannique en soi, mais après donc ces contre-cultures-là de la fin des années 60, et justement il y a cette idée de libération exacerbée ici, qui encore à l'époque était assez osée quand même, et dans une Amérique post-Nixon, et je ne dis pas ça forcément par hasard pour faire, on va dire, vous savez, l'analyste politico, etc., engager les choses, non, c'est quand même directement, frontalement balancé au début du film, puisqu'on entend le discours de résignation, enfin de démission plutôt, du président dans la voiture, là, et apparemment ça colle pas avec la temporalité, c'est comme si le personnage de Brad, là, passait une cassette audio préenregistrée, pour bien remettre le truc, parce qu'il a démissionné, je crois, vers août, et ça se passe en novembre, voilà. Bon, bref. Donc oui, vous avez aussi le message politique, message aussi sur l'identité même de son créateur, j'y reviendrai après. Donc on va faire un petit synopsis d'abord, et je vais partir pêle-mêle comme d'habitude avec une zone spoiler pour celles et ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, et ça va être l'occasion là pour Halloween de faire cela, de découvrir enfin ce monument du cinéma contre-culture, Midnight Movies et tout ce que vous voulez. Donc l'histoire de ce couple, Janet et Brad, qui après avoir assisté aux épousailles de deux de leurs amis, se disent que ce serait peut-être leur tour. Pourquoi pas? Donc Brad va peut-être proposer à Janet, dans ce moment un petit peu, voilà, Amérique profonde, avec référence directe au tableau American Gothic, vous savez, le gars à la fourche et tout. Là, c'est la première fois que je m'en rends compte, c'est que le troisième visionnage que je fais de ce film, mais quand même. Donc ça parle de l'Amérique profonde, alors c'est censé se passer dans l'Ohio, mais bon, peu importe. Et donc, ouais, après, ils se disent, allez, voilà, on va faire ça, enfin, on va peut-être profiter des choses. C'est vraiment le potentiel futur couple moyen lambda américain, vous voyez. Et après, sur la route, en se perdant un petit peu et en crevant, ils vont demander de l'aide à des gens dans une vaste propriété, quasi un château. Et en rentrant là-dedans, ils se rendent compte qu'il y a une véritable fête organisée.
et avec des gens qui ne sont pas comme eux, des étrangers peut-être, évidemment qu'on le voit là, aussi le parallèle avec l'Amérique, deux Américains lambda d'une sorte d'Amérique profonde, qui vont rentrer là et se sentir perdus face à ces gens qui ne sont pas comme eux. Ils ne sont pas comme eux dans tous les sens du terme, dans la libération globale, peut-être venant d'ailleurs, peut-être donc venus de Transylvanie, enfin, ou presque, hein, je dirais ceci dans un spoiler. Et du coup, bon, ils vont attendre quand même parce qu'ils ont besoin d'aide, mais ils vont finir par être englobés, embarqués là-dedans malgré eux, parce que derrière cette soi-disant cérémonie de célébration de plein de choses, un petit peu en mode nostalgie ou pas, parce que justement il y a un vrai discours paradoxal presque dans le film, ils vont surtout tomber nez à nez avec le maître des dieux, le docteur Frank Enferter, avec son associé Riff Raff et aussi ses domestiques Magenta et Columbia. Et cet énergumène a l'air, alors voilà, hein, c'est Sweet Transvestite, pas partir à dire tôt le matin comme ça, from Transylvania, mais c'est aussi visiblement un scientifique qui se prend pour le docteur Frankenstein, Frankenfurter, parce qu'il y a une créature, là, la fameuse Rocky Horror Creature, parce que c'est ça, qu'il a créé, l'homme parfait peut-être, d'où évidemment les références à beaucoup de films d'horreur ou de la archéo, du coup, frontalement même dans les paroles de la musique, des musiques, notamment dès la première, cette idée que ce film-là fait le time warp, comme les personnages là, de cette fête. On est dans les années 70, mais un petit mouvement vers la droite ou vers la gauche, on se retrouve ici plus dans un délire post-réflexion sur les années 50, ou peut-être même avant, des films Universal, Hammer ou RKO. Donc Frankenstein, il est habillé un peu en Dracula, vous avez ce mélange-là. C'est marrant parce que évidemment je suis aussi au sein d'un cycle Frankenstein avant la sortie de celui de Del Toro, parce que ce film est un petit peu indirectement aussi cette relecture. Et donc au-delà des chansons et du côté exacerbé des choses, on va se rendre compte que ce Dr Frank là n'est peut-être pas si sympathique ou pas, enfin il y a cette dualité en lui, beaucoup de dualité, d'identité évidemment dans ces personnages-là, et ça va mal se tramer, mal se terminer, il va y avoir un peu de violence, plus si affinité, et notre couple Janet Brad va tenter peut-être de sortir de ce guêpier ou non. Vont-ils être piégés à jamais? Non pas dans la distorsion du temps ici, mais dans un monde qui n'est pas le leur, et peut-être ils vont apprendre aussi de ce monde-là. Alors, bien sûr, la première lecture que j'ai faite, hein, comme tout le monde, je pense, premier visionnage, c'est le côté festif, libération globale d'un film qui ose des choses et qui prône peut-être aussi une forme de libération sexuelle à l'époque aussi. Avec tout peut se mélanger et c'est pas important d'y voir ici les conventions. C'est un film qui bouscule celle-ci. Je pense que sur ce discours de l'Amérique là, avec ce couple-là pris d'un endroit assez basique américain, avec ce côté très cintré potentiel, et on le voit à Brad avec ses lunettes, Janet un peu voilà, en jeune futur fiancé marié qui, oui, c'est un peu timoré et tout cela. Voilà, gros, un couple tout simplement hétérosexuel américain des années, j'allais dire 70, mais même représentant en écho ce qui se faisait dans les années 50, de les mettre dans cette forme de ce nouveau contexte, et prôner aussi la différence et la possibilité que tout le monde peut être avec tout le monde, et qu'on peut faire la fête, s'amuser et aussi vivre, même si il y a aussi le discours un peu criminel des choses. Et c'est là où on peut se poser la question. Après, si on connaît le personnage de Richard O'Brien, j'y reviendrai, finalement on va pas se les poser. Mais il y a cette dualité aussi, c'est que par cette libération, parfois il y a des excès qui vont jusqu'au meurtre, jusqu'au crime, jusqu'à des actions, voilà, ici scientifiques, création d'un être pour son désir sexuel personnel, parce que c'est exactement ça, hein. Le personnage de Tim Curry, s'il a créé Rocky, c'est pas juste pour vivre une simple romance, si vous voyez ce que je veux dire, avec d'ailleurs des codes, le homme fort, typique, voilà, culte du muscle et tout, qui sera repris, évidemment, ce culte-là, dans les années 80 réganiennes, donc dans cette idée de cette Amérique conservatrice qui voue un culte à une forme de perfection. C'est intéressant, ça, parce que tu as l'impression que dans la perversion vue des Américains, parce que ça, un Américain lambda, classe moyenne, WASP, tout ça, qui voit ce film, il va être choqué, à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, si vous voulez, hein. Mais il
les personnages qui se sont libérés de cela, le personnage de Frank, si vous voulez, et d'autres autour, peuvent être aussi vus comme étant pervertis, eux qui représenteraient une perversion pour l'Amérique blanche lambda, ils peuvent être aussi pervertis par celle-ci, et du coup, il y a de la violence, des crimes, etc. Un discours intéressant qui peut d'ailleurs voler en éclats quand on apprend certaines choses dans la deuxième partie du film, et j'y reviendrai après. C'est passionnant ça, justement, le côté dichotomique un peu des choses, que des gens qui se battent pour leurs droits, pour vivre leur vie malgré leurs différences par rapport au code assez habituel de l'Amérique et du monde occidental au sens large, vont peut-être aussi rentrer dans certaines choses qui vont les mettre à la marge, parce que pour se battre, voilà, à se battre, on fait des erreurs et on commet des excès qui peuvent, après aux yeux de la loi, être évidemment très punissables. Mais on le voit, le personnage de Frank, au-delà d'être un libérateur qui veut jouir des choses, un hédoniste, hein, si vous voulez, c'est aussi potentiellement un criminel, quelqu'un qui va contre la morale éthique, et aussi un prédateur sur plein de choses. Hein. On le voit, à un moment de nuit, il vient s'immiscer dans le lit des couples, alors certes pour leur faire découvrir autre chose, mais c'est quand même une sorte aussi de prédation sexuelle. Donc vous voyez ce double idée-là, comme quoi, de toute façon, dans cette Amérique, une fois que vous y êtes, quand bien même vous voulez être différent, vous avez aussi récupéré peut-être certaines erreurs à vous battre contre des moulins à vent. Donc il y a ce discours-là. Mais après, évidemment, ça chante, ça danse, c'est cool. Il y a aussi le côté rebelle de l'Amérique à travers le personnage de Meat Loaf, ça c'est passionnant, une sorte de Elvis un peu qui tend vers le hard rock. Je pense que le groupe Kiss, qui s'est formé à peu près avant, un peu avant, hein, quand même, mais enfin dans ces eaux-là, le premier album de 73 ou 74, hein, a dû, voilà, par exemple, vous prenez des groupes comme Kiss, ce film a été important pour eux, hein, le glam metal, tout ça, on le voit là. Donc il y a cette idée que justement, après, on va rentrer dedans, quitte à choquer autrement, et peut-être aussi rentrer dans cette Amérique conservatrice. Je prends l'exemple du groupe Kiss, qui à l'époque donc était assez... c'était une perversion, hein, tout. Mais aujourd'hui, depuis quelques même décennies, ce sont devenus des businessmen derrière qui sont totalement ancrés dans l'Amérique ultra, même potentiellement conservatrice, surtout pour le bassiste Gene Simmons, qui est quand même pro-républicain, hein, on le connaît. Ça, c'est passionnant, vous voyez, comment justement ce film joue aussi sur cette dualité, et que certaines personnes qui se sont affiliées à ce film à l'époque en mode libération, on tente tout, et ben derrière sont rentrés dans autre chose. Ah, c'est cette Amérique-là qui va dans des excès plutôt pluriels et que parfois se perd dans certains combats. Et donc il y a ça. Et le personnage de Richard O'Brien, bon, ok, d'accord. Bon, le personnage, oui, ok. Mais le créateur qui a écrit pratiquement toutes les musiques, hein, il faut savoir que c'est un monsieur qui lui-même a porté une souffrance en lui de savoir qui il était. Il a fait ce film en se cherchant encore, personnellement. Il a souffert de ses différences vis-à-vis on va dire, du monde extérieur. Et aujourd'hui, il se qualifie de troisième sexe, plus ou moins. J'ai lu une interview qui est assez récente, je crois qu'elle a une petite dizaine d'années, donc on va dire qu'elle est récente, où il se qualifie 70% hommes, 30% femmes, et donc un peu transgenre, mais il a eu aussi des déclarations compliquées. Par exemple, pour lui, les femmes transgenres ne sont pas des femmes. Je simplifie, attention, hein, allez lire vraiment l'interview en long et en détail. Il ne veut pas être méchant en disant cela, mais il en est très maladroit et donc problématique d'une certaine manière. Donc lui-même encore dans son identité, vous voyez, hein, jusqu'au bout, même encore aujourd'hui, voilà, je ne sais pas s'il est encore actif et tout, mais bon, il est là. Du moins, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai toujours peur quand je fais une vidéo comme ça, 2-3 semaines avant, avec des personnages et des acteurs, actrices âgés, qui sont pratiquement tous encore parmi nous, hein, finalement. Toujours peur qu'il se passe des choses, mais bon, voilà, 2025 a déjà eu son lot de disparitions bien pénibles, espérons que ça s'arrête un petit peu. Mais oui, donc lui-même, le créateur, on le voit dans ce film-là, et c'est très diffus, et donc vous avez parfois, on pourrait croire des discours contradictoires, mais dans cette Amérique-là, où il se situait lui ou pas, parce que finalement, c'est un transfuge, c'est un Britannique, qui est devenu néo-zélandais d'ailleurs depuis, qui fait un film en coproduction américaine, mais qui n'est pas 100% américain. Et finalement, il y a plus de Britanniques dans l'eau que d'Américains, il me semble, en tant qu'acteur. Enfin, c'est un peu mélangé. Finalement, c'est un peu mélangé. Hein. Il y a même une irlandaise et tout au casting. Donc pourquoi pas. J'ai un film un peu trans aussi, hein, de pas mal de choses en fait. Hein, transfuge, transidentité, transnationalité. Donc le discours engagé là-dessus est passionnant, parce qu'il y a une vision politique du contexte de l'époque. Le discours de Nixon, quand même, si tu le places là, c'est pas juste pour la gloriole. Hein.
Donc casser cette convention-là, ces codes-là, et peut-être réinjecter, alors double discours, ces combats des années 60, fin années 60, qui peut-être en 75 commençaient à tomber, il y a eu Nixon entre-temps, il y a eu la guerre du Vietnam qui a continué et tout, c'est dur, et aussi ce regard bizarrement nostalgique sur des films des années 50 et tout, mais aussi sur une double lecture qu'on pouvait faire de ces films-là, ou même de la Universal, où parfois dans ces films d'horreur, il y avait peut-être des lectures où on pouvait voir certains personnages homosexuels. Je sais que James Whale lui-même l'était, hein, ou il était bisexuel, je ne sais plus. Donc, il y a aussi cette idée que ça a marqué une communauté, que ce soit gay, trans, bi, tout ce que vous voulez, LGBTQ, il y a plus, hein. Mais, du coup, là, ils font le time warp en sachant pas trop où ils sont. Mais, spoiler, ce sont des extraterrestres. Ce sont des aliens au sens large. Alors évidemment, côté science-fiction, années 50, Forbidden Planet, je crois que c'est mentionné dans la première chanson, là, qui est assez claire là-dessus, qui fait volontairement de références, de citations, King Kong et tout, hein, plein de choses. Mais la SF est là aussi. Et donc, tous ces gens-là viennent de la planète... alors j'ai peur de me tromper, la transsexual de Transylvania, ou dans un sens ou dans l'autre, vous me corrigerez en commentaire, parce que j'ai pas les paroles des chansons exactes en tête, mais bon, la chanson du début... D'une des chansons du début, la première chanson où il chante seul, hein, Tim Curry, extraordinaire. Vraiment, c'est une performance d'acteur remarquable. De toute façon, c'est très comédie musicale, théâtrale, Broadway, et les acteurs sont en surjeu la plupart, forcément, vu le délire. Mais donc, ils viennent d'ailleurs. C'est intéressant ça, parce que ils sont marqués comme des immigrés venus aux États-Unis, qui ont essayé d'eux, qui ont quand même dû s'enfermer pour continuer leur communauté, et qui se sont pervertis comment, qui ont essayé de pervertir les choses. Et là-dedans, après, on a une dualité entre Frank Henfurter et son soi-disant concierge, Riff Raff, qui va s'opposer à lui, qui va faire un coup d'état intérieur, avant de tuer tout le monde, ou presque, enfin, de tuer Frank et d'autres, et de partir sur sa fusée avec, je crois que c'était Magenta, hein, ils vont repartir, faire le time warp, revenir chez eux. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que, comme le film a cette dualité, jusque dans l'idée de tenter autre chose, construire sa communauté, se libérer, et revenir en arrière, revenir chez soi. Cette idée-là, d'eux, ils reviennent, et que Brad et Janet rêvent de revenir chez eux, dans leur petit monde parfait, hein, on le voit au début d'ailleurs, à la sortie de cette église, cet endroit qui pourrait être l'endroit le plus heureux au monde, mais heureux à quel point? Heureux dans une sorte d'ennui ou de conformisme total, parce que c'est ça, hein, ils sont vus comme le couple hétéro ennuyeux au possible, qui vont peut-être se libérer là, ou pas, parce que finalement, derrière, tout vole en éclat, hein, au-delà de ces musiques, la mort évidemment du personnage d'Eddie, qui va être même bouffé à table. On voit bien à quel point le personnage de Frank est allé au bout de cette perversion américaine, au-delà de sa libération lui, vu comme une perversité, il en devient une perversion en tuant. On peut penser aux tueurs en série aussi, qui ont marqué l'Amérique de l'époque et qui marquent encore l'Amérique aujourd'hui avec des séries que je ne veux pas voir d'ailleurs, parce que ça... Mais bon, je sais que il y a eu Monster là récemment, voilà. Ça m'intéresse pas plus que cela, on a déjà assez de monstres américains frontaux dans les médias, pas besoin d'aller chercher les tueurs en série d'antan. Mais bon, c'est comme ça. Je comprends aussi cette fascination qui en dit long sur la société. Et là, justement, il est cette fascination-là, et il se crée une autre déviance, à cause du mal américain, si vous voulez, un peu. Alors que lui, dans sa vie, voilà, son côté travesti, transsexuel, justement, à l'époque, hein, c'est un film des années 75, ça mélange un peu tout, faut pas y voir non plus malice, du tout, c'est il y a 50 ans, c'est même très en avance sur son temps sur certaines choses, faut quand même rappeler qu'on était avant même le sida, voilà, la libération homosexuelle, tout ça, c'était très loin encore, hein. Donc c'est un film qui est assez extraordinaire sur ce point. Bon, évidemment, si vous le voyez avec les yeux d'aujourd'hui, non, revenez en arrière, faites un petit time warp pour le voir comme si c'était vraiment des années 70. Mais voilà, justement, l'idée qu'il y a un conflit total dans le film. Juste cette idée d'extraterrestre et tout, c'est totalement fou. Alors ça va dans le délire. Là, il faut revenir à la première lecture du délire musical, hommage à ces vieux films-là, Whatever Happened to Freeway, et tout, hein. Bon, dans les paroles, c'est assez clair. Mais aussi, voilà, don't dream it, be it. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si vous rêvez d'être quelqu'un, non, soyez-le, mais c'est difficile. Et du coup, vous pouvez tomber dans des pièges, comme le personnage de Frank, qui en est presque triste au final, hein, mais bon, avec sa mort et tout. Et à la fin, il y a un message très pessimiste, ou nihiliste, ou misanthrope, ou je sais pas ce que vous voulez, qui renvoie l'être humain en qualité de rien, quoi. Hein, nous ne sommes rien sur cette terre, donc vivez. À la fin, c'est presque sombre comme finale, avec un morceau très, très ironiquement intitulé Super Heroes, où on les voit ramper là, tels les insectes qui sont, hein, sur cette terre et dans cet univers. Et le criminologue rappelle cela. Le film se termine d'ailleurs, hein,
sur ce globe terrestre là, faux, la lumière qui s'éteint, et voilà, vous avez vu ça, vous êtes amusé, mais maintenant, retour à la réalité. Aïe, 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 c'est terrible. C'est terrible quand même, quand on y pense comme finale. Mais ça en dit long justement sur le côté, bizarrement, très, très, très... ouais, je vais me répéter, c'est pas grave, dichotomique, avec beaucoup de dualité, de conflit intérieur, d'un film qui part un peu dans tous les sens, mais qui dit long aussi sur cette effusion et sur ce côté... il y a beaucoup de pistes de lecture et beaucoup de personnages ambigus et beaucoup de messages aussi qui peuvent être interprétés de plein de façons différentes, ce qui rend ce film aussi très fort. Mais bon, je fais Amazon Spoiler. Au-delà donc de cette analyse, certains vont dire suranalyse, mais peu importe, hein, c'est ma vision à moi. Voyez-y un délire absolu que vous pouvez voir en ayant à la fois peur peut-être, en étant... voilà, c'est un film d'horreur si vous voulez, oui, c'en est un, mais côté comédie musicale, si vous avez des représentations près de chez vous, que ce soit sur Paris ou à Londres, tiens, parce que je sais que l'ami Sawyer a vu ce grand moment, je crois que c'est le soir d'Halloween, hein, ils le font, mais peut-être pas que le soir d'Halloween, il l'a vu l'année dernière, donc je le salue, Joseph, si tu passes par là, ça en live, et je pense que ça va être un moment exceptionnel, parfois des acteurs qui reviennent, ou les créateurs qui viennent aussi participer. Tim Curry qui vient parfois, mais qui malheureusement il peut plus trop marcher et tout. Voilà, c'est triste, hein, la maladie l'a rattrapé. Oui, un grand monsieur. Chaque fois que je le vois même dans un épisode des Contes de la Crypte où il joue plusieurs personnages, mort d'un pigeon voyageur, je crois que ça s'appelle, voyez-le, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel à chaque fois qu'il est dans quelque chose, quand bien même ce soit très secondaire, très moyen dans la globalité, bah, vous voyez un film avec Tim Curry dedans. C'est un de mes acteurs fétiches, hein, au final. Et c'est vrai qu'il m'avait mis ma première grande peur, on va dire, d'enfant préadolescent avec le téléfilm Ça, en 2 parties, dans son rôle de Gripsou. Et en plus, là, au moment où vous voyez cette vidéo, je crois qu'il y a la série, là, préquelle et tout, qui vient de commencer. Comptez peut-être pas sur moi pour en parler, parce que je suis pas sûr de l'avoir. Hein. Mais bon, voilà. N'hésitez pas, du coup, à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Comment vous le voyez, vous? Comme le délire absolu de comédie musicale culte et tout. Ou avec un message plus politique. Voyez-le aujourd'hui d'un nouvel... Est-ce que vous le voyez d'un nouvel œil si vous l'avez découvert il y a 10-20 ans? C'est intéressant, parce que je pense que vous pouvez évoluer aussi. Enfin, vous avez évolué avec le temps, et vous voyez ce film, ou revoyez ce film. Vous n'allez pas forcément avoir la même vision, et ça c'est passionnant, c'est passionnant. Et en tout cas, c'est l'une des meilleures comédies musicales faites dans l'histoire du cinéma, ça je suis d'accord. Voilà, dans cette idée-là, c'est assez unique. Alors il y aura une suite que je n'ai pas vue, il y aura d'autres films dans ce style, il y avait même eu avant, hein, Jesus Christ Superstar, hein, Jésus-Christ Superstar, on va dire en français. Mais en tout cas, c'est bien, c'est très très bien, voilà, je suis très content de l'avoir revu, et revu à la hausse. Un petit peu comme Fright Night, là, il y a quelques jours, c'est très bien. C'est super. Voilà, à vous la parole en commentaire, balancez vos anecdotes, vos souvenirs personnels, votre approche à vous. Vous pouvez me corriger ou me compléter, bien sûr, sur des choses que j'ai mal dites ou pas dites. C'est à vous de jouer, on débattra ensemble. Voilà. À vos petits claviers, je vous dis à la prochaine. Ciao.